Agustine, je veux poser une question que je suis sûr que tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo ont en tête. Et c'est, combien gagne-t-on en travaillant sur un bateau de croisière? Qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de travailler sur un bateau de croisière? Ou qu'est-ce que tu changerais? Quels sont les critères indispensables qu'on te demande pour pouvoir t'embaucher? 7 mois? Comment fais-tu pour satisfaire tes besoins les plus primitifs, les plus charnels? Et quels conseils donnerais-tu à tous ceux qui aimeraient travailler un jour sur un bateau de croisière? Salut. Comment allez-vous? 2 fous en voyage. C'est fou là en croisière? Comme vous l'avez lu dans le titre de cette vidéo, nous allons découvrir comment est le travail, comment est la vie d'un membre de l'équipage du navire. Combien gagnent-ils? Quel est leur horaire de travail? Combien de temps libre ont-ils pour découvrir les destinations visitées ici? Toutes ces questions et bien d'autres encore, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Alors, sans plus tarder, allons-y. Je suis avec Agustin, un Argentin que nous avons rencontré il y a quelques jours ici sur le bateau de croisière. Et comme vous êtes aussi curieux que nous de savoir comment c'est de travailler sur un bateau de croisière, nous lui avons demandé si nous pouvions l'interroger sur son travail, ce qu'il a accepté. Alors, un grand merci d'être ici avec nous. D'accord. Eh bien, enchanté Valé. Je suis Agustin de l'équipe Sport Staff chez Royal Caribbean. C'est mon premier contrat avec eux. J'ai déjà fait d'autres contrats avec différentes compagnies dans d'autres domaines, tous liés à l'équipe de sport. Donc voilà, je suis ici. Comment fait-on pour pouvoir travailler chez Royal Caribbean? Eh bien, il y a essentiellement différentes phalanges et différentes façons de postuler. En particulier chez Royal Caribbean, tu peux postuler via leur site principal. En général, tu peux chercher sur la page principale de Royal, avec le mot « carrière » à côté. Si tu cherches Royal Caribbean Carrière. Comme dans d'autres entreprises, tu peux postuler aux différents postes que la compagnie ou d'autres compagnies proposent. Et quels sont les critères indispensables qu'ils te demandent pour pouvoir t'embaucher? Principalement passer la communication. C'est très important quand on travaille sur un bateau, tu vois, parce qu'il y a énormément de nationalités, des gens de différents endroits du monde. C'est ce qui est beau, mais c'est aussi ce qui est compliqué. La communication est cruciale, surtout en anglais. Tu comprends? L'anglais est essentiel comme deuxième langue pour travailler ici, tu comprends? Ta langue maternelle deviendrait simplement ta deuxième langue? Exactement. Peu importe si tu viens du Brésil, si tu viens de l'Inde. Exactement. En général, sur ce type de navire, ce qu'ils font, c'est contourner l'Europe par la Méditerranée. Ce qu'ils demandent, ce sont des hispanophones. Donc vous allez voir que sur ce navire, précisément, il y a beaucoup d'hispanophones. L'anglais est évidemment fondamental et très nécessaire, mais c'est bien. Cela dépend de l'emplacement du navire. Il pourrait en demander à certains d'être originaires d'un endroit précis, comme l'Amérique latine, des pays hispanophones ou d'autres régions. Par exemple, il y a des croisières au Japon où ils demandent beaucoup de personnes venant du Japon, spécifiquement, qui savent parler plusieurs langues, en relation avec, disons, l'endroit où se trouve la croisière. Bien sûr, ça a tout à fait du sens. Agustin, et quel est ton poste ici sur le bateau? Eh bien, je fais partie de l'équipe Sport Staff, d'accord? C'est ma première fois comme Sport Staff ici chez Royal, d'accord? Nous avons diverses activités ici à bord. Par exemple, ce matin, je t'ai vu au Flowrider. Je suis justement un peu mouillé, si vous me voyez. C'est justement pour ça, c'est le simulateur de surf que nous avons, parmi d'autres activités dont mon équipe et moi sommes responsables, comme pour la tyrolienne. Généralement, les grands navires de Royal ont ce type d'activités, qui sont par exemple pour des navires massifs. Il y en a d'autres, comme par exemple des terrains de volley, de basket et autres, où nous nous occupons d'organiser des tournois. Des activités récréatives pour les bébés, pour les enfants plus âgés, selon les cas. Et tu es toujours au même endroit ou tu changes d'activité régulièrement? En général, nous tournons tous. Par exemple, ce matin, j'étais seulement au Flowrider, mais maintenant, je dois justement aller à la tyrolienne, ce qu'on appelle la zipline. Comme mentionné, nous avons des terrains de volley, basket, football, golf et d'autres activités sportives. Hier, j'ai justement essayé pour la première fois le laser tag, qui est tout un circuit que nous avons créé avec des pistolets pour que les invités puissent s'amuser, surtout les plus jeunes. Je dois t'emmener là-bas, allons-y. S'il te plaît, dis-nous si cela va se reproduire à un autre moment pour qu'on puisse le faire. Comment décrirais-tu alors une journée de travail sachant que tu as tant de choses à faire? Au fil de...
Par exemple, concernant notre voyage. Évidemment, c'est très différent pour chaque poste de travail. Moi, en particulier, j'ai travaillé dans le domaine du fitness, dans la salle de sport et aussi dans l'équipe d'animation sportive. Je me suis chargé de tout l'aspect physique sur les bateaux. Cela dépend de ton poste, oui, mais le plus important, c'est toujours de regarder ton planning, ton emploi du temps, la veille ou quelques jours avant. Parce que tu as tout un système d'organisation dans lequel tu vas avoir différentes tâches ici à bord du bateau, donc tu dois organiser ta journée en conséquence. Oui, en fonction aussi de ce que tu veux faire. Parce que, nous ici, nous avons notre travail, mais nous vivons aussi ici. Donc en gros, nous avons nos activités professionnelles. Ensuite, si on sort pour aller à la salle de sport, dans un bar ou à des fêtes. Oui, on a aussi de la place pour ça. Mais surtout, cela concerne ton organisation de travail. Tu structures ta journée selon tes objectifs. Parce que ton emploi du temps change quotidiennement, n'est-ce pas? Exactement, dans mon cas. Oui, mon emploi du temps change tous les jours. Aussi, quand j'étais dans le domaine du fitness à la salle de sport, mon emploi du temps était généralement toujours le même. Mais les activités changeaient alors. Aujourd'hui, mon emploi du temps change beaucoup, avec par exemple cette pause de 3 heures. J'ai été ce matin au ProRider, maintenant jusqu'à 3 heures de l'après-midi que je commence au zipline et je suis dispo pour aller à la salle de sport. Cependant, d'autres personnes occupent différents postes et travaillent en rotation. Qui sont là 4 heures de travail, 4 heures de repos, ou qui sont là toute la journée et se reposent ensuite. D'accord? Cela dépend souvent du poste, non? Combien d'heures travailles-tu généralement par jour? Cela dépend du poste. Dans mon précédent emploi, on travaillait environ 10 heures par jour. 12 heures de travail, c'est beaucoup. C'est à peu près la façon dont on commence à travailler sur les bateaux. Monter en grade et obtenir des postes plus élevés fait partie intégrante du travail sur les bateaux. C'est une bonne façon de progresser. Le travail est évolutif. Au début, tu vas commencer par travailler beaucoup d'heures, il y a une certaine pression, mais ensuite, petit à petit. Ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai changé pour cette entreprise, parce que j'aimais beaucoup plus, le contexte, les références qu'elle avait. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise. Oui, en gros, aujourd'hui, je travaille entre 8 et 9 heures. Oui, certains jours moins. Oui, certains jours plus. Ça dépend un peu de combien le bateau est rempli. Par exemple, si c'est un jour de port ou un jour en mer, ce qui signifie essentiellement que le bateau est à quai. En général, la plupart des passagers descendent, donc il y a beaucoup moins de monde. On travaille généralement moins d'heures à ce moment-là. Quand nous sommes en sidé, c'est-à-dire une journée de navigation, le bateau reste toute la journée en mer et il bouge beaucoup. En général, on travaille plus car il y a beaucoup plus de monde. Écoute, ça m'intrigue beaucoup. Comment tu gères ton temps libre? Est-ce que ton temps libre se compte en heures? Est-ce que c'est des heures chaque jour ou est-ce que tu as des journées entières de libre? En général, oui. Par exemple, en ce moment, ça fait très peu de temps que je travaille comme membre du personnel sportif. Donc j'ai beaucoup de formations, beaucoup de séances de formation. Parce que ça aussi, c'est une partie fondamentale du travail sur les bateaux. Tu as toujours beaucoup de formations, surtout quand tu es un nouvel employé, c'est-à-dire que tu viens de commencer dans la compagnie. En général, tu dois suivre beaucoup de formations pour commencer. Donc par exemple, hier, ça fait 4 ou 5 jours que je suis dans la compagnie, c'est-à-dire que j'ai eu mes temps de repos. Hier, c'était ma première sortie au port en Italie. J'ai eu le temps d'en profiter. Mais en général, j'ai beaucoup de formations. J'ai beaucoup de formations ce mois-ci. Ça va être à peu près comme ça. C'est comme ça quand tu commences. Grâce à mon expérience sur mon précédent bateau, je peux te dire qu'en général, on a toujours une demi-journée de repos, appelée half day off. Ça te donne le temps de sortir au port, de voyager, de profiter de ce que le port en particulier a à offrir, peu importe où tu es. Mais en gros, ça dépend de ton poste de travail. La répartition du travail est différente. Donc il y a des personnes qui peuvent sortir beaucoup plus longtemps. Certains ont une journée complète de repos, mais moi je l'ai eu très rarement. Donc c'est un travail dans lequel tu n'auras pas beaucoup de jours de repos, ou du moins pas une journée complète de repos. Mais ça se compense aussi avec les beaux endroits que tu découvres, avec tous les voyages que tu fais. C'est comme une balance. Si tu le veux, tu peux l'avoir, mais il faut travailler pour ça. Et quelle est la durée totale de travail? Mon contrat actuel est ceux de 7 mois de travail. Dans mon poste précédent, j'ai eu 10 mois de travail parce que j'ai fait une extension de mon contrat. Donc c'était un contrat de 9 mois et il est passé à 10 mois, plus ou moins. Parce que tu nous as dit que tu avais déjà travaillé sur d'autres croisières, ça...
En effet, c'est le plus grand paquebot sur lequel j'ai travaillé. Il est vraiment immense. Si les gars vous ont montré ce qu'il y a autour du bateau, c'est incroyable. Oui, même moi je suis très étonné, c'est fou. J'ai été sur d'autres bateaux qui étaient un peu plus petits, de la compagnie Norwegian et de la compagnie Marella. En tant qu'instructeur de fitness, je vous l'avais déjà dit. Mais bon, en gros, tous les bateaux ont des proportions différentes et des activités différentes à l'intérieur. Par exemple, mon poste n'est pas présent sur tous les bateaux, il n'est que sur les plus grands bateaux du monde. En général, si vous cherchez des croisières, vous allez voir des photos de très très grands paquebots. En général, les croisières royales disposent d'un sport deck, par exemple, qui ont de nombreux toboggans, parcs aquatiques et diverses activités. Je m'occuperai de ça essentiellement pour que vous puissiez mieux comprendre. Incroyable, vraiment incroyable. Restez avec nous, il nous reste encore des questions. Nous allions prendre l'ascenseur parce que nous voulons changer d'endroit pour que vous vous amusiez encore plus. Augustin nous a dit qu'il ne pouvait pas prendre l'ascenseur et qu'il avait son endroit spécifique où il pouvait monter. Comment ça, Augustin? Et c'est exact, oui. Nous, en général, comme je leur disais, nous avons une sorte de bateau parallèle, des zones auxquelles les passagers n'ont pas accès. Oui? Nous, oui, c'est la partie où nous nous déplaçons, d'accord? Nous avons nos propres ascenseurs, nous avons nos propres escaliers, nos propres passages pour aller plus vite d'un endroit à un autre. Justement pour cette raison, d'accord? Parce que nous laissons la priorité aux passagers. Donc il y a certaines règles que, en général, si on peut les éviter, par exemple, utiliser les ascenseurs pour passagers, c'est bien mieux. Nous pouvons emprunter les escaliers, mais pas les ascenseurs. Donc ici, par exemple, vous allez voir tout au long de la vidéo sûrement plusieurs zones où il y a ce petit panneau qui dit « Équipage seulement ». À tous les étages, dans toutes les chambres, dans toutes les zones du navire. Vous allez justement trouver ces portes, ce sont les endroits dont je vous parlais. Ce sont des endroits inaccessibles aux passagers, mais où je pourrais entrer. Mais c'est en fait comme un autre bateau dans lequel tu peux te déplacer de différentes manières. Et à quoi ressemble l'espace où le club vit? où êtes-vous au quotidien? Où mangez-vous? Où passez-vous votre temps libre? Où faites-vous de l'exercice? Et donc dans le cadre de ce bateau parallèle dont je vous parle, nous avons diverses activités. Aussi uniquement pour nous, nous avons différents bars, je ne sais pas, par exemple, nous disons boliche, en Argentine, ce serait comme des bars ou des pubs. Cela dépend du bateau, il y en a plus ou moins. Ce bateau, par exemple, en a encore beaucoup. Je n'ai pas tout découvert, il reste encore de nombreux endroits à explorer, même en tant que membre d'équipage. Nous avons notre propre salle de sport, nous avons nos propres restaurants, ou en gros des endroits où nous allons manger. Oui, tout est séparé aussi pour que nous puissions avoir notre espace et laisser la priorité aux passagers et... Le buffet change, il y a un buffet. La nourriture change tous les jours. Et si la nourriture change tous les jours, oui, la nourriture est très variée. Ainsi, évidemment, comme je vous le dis, cela change toujours en fonction de la compagnie dans laquelle vous êtes, en fonction de cela et d'autres choses. La qualité de la nourriture varie d'un navire à l'autre, mais en général, elle est très bonne, savoureuse et variée. Évidemment, nous n'avons pas de plats très gastronomiques ou très spécifiques. En matière de gastronomie, nous avons une bonne variété. Agustin, Valeria, je vous demandais comment sont la nourriture et la partie réservée au personnel. Mais je veux savoir comment sont les dortoirs, est-ce que ce sont des couchettes pour 2-4 personnes ou sont-ils beaucoup plus grands? Oui, ça aussi c'est quelque chose de très particulier quand on travaille sur des bateaux. Tu dois beaucoup apprendre sur les codes de vie en communauté, d'accord. Parce qu'en général, tu devras toujours partager ta chambre, tu vois. Et il y a des personnes qui, selon leur poste, peuvent parfois avoir une chambre seule, tu vois. En général, les hauts gradés et le capitaine partagent la même chambre. Oui, avec une personne, dans mon cas par exemple, ou parfois avec 2 personnes. Ça dépend du navire, il y a aussi des cabines fort plus grandes, n'est-ce pas? J'ai vu des cabines pour 6 personnes, mais sur ce navire, il semble n'y avoir que des cabines jusqu'à 4 personnes. Agustin, raconte-moi, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de travailler sur les croisières et pas... Ce que j'aime le plus? Eh bien, tu vois, Emma, moi, je crois que ce que j'aime le plus en particulier, c'est le fait de rencontrer des gens, tu vois. Travailler sur des bateaux m'a vraiment ouvert l'esprit. Oui, j'ai découvert différentes cultures, j'ai rencontré des gens de divers endroits du monde, j'ai des amis, je ne sais pas.
De toute l'Amérique latine, que ce soit le Mexique, le Venezuela, l'Équateur, la Colombie et d'autres, beaucoup de gens d'Argentine aussi que j'ai rencontrés grâce au travail sur les bateaux. Tu les rencontres dans des endroits, disons, Thomas, vraiment fous, parce que, il y a des Argentins qui fréquentent parfois les mêmes endroits que toi. C'est vraiment fou de rencontrer des Argentins à l'autre bout du monde sans jamais les avoir croisés en Argentine. Tout comme des gens de nationalités et de cultures très, très différentes, des gens de Chine, du Japon, de Macédoine, des Philippines, du Kenya, d'Afrique du Sud, de nombreux endroits, de nombreuses nationalités. Pour moi, travailler sur des bateaux est ce qu'il y a de plus beau, enrichissant et fructueux, tu vois. Le fait de, parfois, rencontrer autant de personnes, c'est-à-dire l'interaction avec elles. Essayer de trouver le juste milieu pour pouvoir se connecter, et justement se connecter avec des personnes si différentes de toi, c'est incroyable. Eh bien, une partie de notre travail consiste aussi à pouvoir discuter avec des gens dans tous les pays que nous visitons. Donc, nous partageons ce sentiment avec toi. Parce qu'en réalité, le fait de pouvoir parler, comprendre des cultures que l'on jugeait peut-être ou envers lesquelles on avait des préjugés sans les avoir connues auparavant, après avoir pu interagir. C'est incroyable à quel point cela peut élargir ton esprit et tout ce que tu peux en venir à comprendre et à respecter. Les pensées, l'éducation et la culture de ces personnes. Et Augustin, qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de travailler sur un paquebot? Ou qu'est-ce que tu changerais? De la vie, eh bien, en travaillant sur un paquebot? Ce que j'aime le moins, c'est difficile car j'adore travailler sur les bateaux. Évidemment, comme je vous le dis, ça dépend du poste que vous avez, ce sera toujours différent et ça dépend aussi de l'expérience que vous avez. Et de votre approche de ce travail. Mais pour moi, je crois que le pire est d'être loin de ma famille pendant une si longue période. Ça arrive à tout le monde, c'est sans doute le plus dur, mais c'est quelque chose qu'on sacrifie pour un rêve. Je suis une personne qui rêve beaucoup, mais je ne me contente pas de rêver, j'agis et je réalise mes rêves. C'est ma nature. Alors, si on veut atteindre ces objectifs, il y a des choses qu'on doit sacrifier. Et on garde l'illusion, quand on revient, de pouvoir partager le fruit de tout ce travail avec ses proches. Donc évidemment, c'est très dur, c'est sûrement ce qu'il y a de plus compliqué. Bien sûr, on communique tous les jours, mais ce n'est évidemment pas la même chose que d'être là-bas. Passer du temps en famille, avec tes parents et ta fratrie. C'est aussi ce que l'on apprend à apprécier et à savourer en voyant le bon côté des choses. D'un autre côté, oui, après tant de temps loin. Ça fait que chaque moment passé ensemble, quand tu reviens, soit 3 fois plus précieux et que vous vous consacriez beaucoup plus de temps. Parce que parfois, nous sommes présents physiquement, mais nous ne nous connectons pas avec les gens, que ce soit à cause de notre routine ou même à cause de la technologie qui, même si nous sommes physiquement présents, nous sépare. Et je pense que le fait d'être loin, ça nous arrive aussi. Nous passons très peu de temps par an au Venezuela et quand on revient, on essaye de consacrer du temps à la famille, aux amis, à nos petits chiens qu'on aime beaucoup. Et bon... Une autre chose qui m'intrigue beaucoup, c'est qu'il y a environ 10 ans, j'ai fait ma première croisière et je me souviens que lorsque je suis monté à bord, nous avons fait un exercice d'urgence. Sur cette croisière, nous ne l'avons pas fait. Mais hors caméra, nous parlions de la façon dont étaient les procédures pour contrôler autant de personnes. Est-ce que tu as déjà eu à faire face à une urgence ou à un exercice d'évacuation? Ou raconte-moi un peu plus sur cette formation, cet entraînement que vous recevez pour agir. Lors d'une croisière, dans les moments les plus inattendus. C'est également crucial lors du travail sur des navires. Je pense que c'est l'un des premiers éléments à prendre en compte et ils nous font savoir si, en fonction des formations que nous avons, nous devons beaucoup nous former avant de monter à bord. Et aussi pendant, oui, que ce soit, pas seulement pour notre travail en particulier, comme je vous l'ai dit, je suis membre du personnel sportif. Bien sûr, comme dans tout emploi, il y a des procédures de sécurité à suivre au travail. Mais quand nous montons ici, on nous explique toujours à nous. C'est quelque chose que nous devons bien connaître et garder à l'esprit, car nous avons ce travail et d'autres. Et en général, chaque fois que nous montons à bord du bateau, on nous assigne une tâche. Ah oui, il y a une tâche qui est justement liée à la sécurité et à ce que nous appelons le drill, que nous faisons une fois par semaine, qui est le simulacre d'urgence que nous réalisons. Tout l'équipage, y compris moi-même, est formé pour mobiliser un certain nombre de personnes en cas d'urgence.
bien que cela n'arrive généralement pas, voire jamais. Si cela se produit, il faut être prêt et disponible. Savoir quoi faire dans cette situation. Donc tout ce qui est lié par exemple au code, à la gestion des matières inflammables et tout ça. Des événements peuvent survenir, que ce soit en bas ou en haut. Il est crucial de préserver un environnement sécuritaire à ces endroits. Et dans le cas où il y aurait un problème ou que le navire ait une panne ou autre, nous devons être prêts à ce problème. Évidemment, sans pas Didi, il y a beaucoup de sécurité. Vous allez voir que sur tous les murs, il y a des boutons anti-incendie, il y a des téléphones, il y a des personnes liées à cela, comme vous l'avez peut-être vu sur de nombreuses photos. Et même sur ce bateau, il y a des canaux de sauvetage, il y a des radeaux de survie qui sont, selon le bateau, plus grands ou plus petits. Il y en a plus ou moins, ce sont des bateaux conçus pour toute la quantité de personnes qu'il y a ici à bord, serrés, mais quoi qu'il en soit, tout le monde peut y entrer aussi. Donc ici, je crois que ce paquebot accueille environ 6000 passagers, nous sommes environ 2000 membres du club. Donc 8000 personnes doivent pouvoir entrer dans ces canaux de sauvetage aussi, même si c'est serré comme ça, mais elles doivent y entrer. Et nous devons justement être responsables de différentes zones du navire. Sur un navire aussi grand, savoir répartir ces personnes dans ces canaux, par exemple, ça peut être une tâche qui te revient. Wow! Comme je vous le dis, sur ce paquebot, nous n'avons pas fait de procédure d'urgence avec les passagers. Mais j'imagine qu'avec tous les progrès de la technologie et l'optimisation des processus en cas d'urgence, ils ont estimé que la formation du personnel était suffisante. Aussi parce que, comme mentionné, ou si vous avez vu la vidéo précédente sur le coût et l'expérience de la croisière. Et en général, vous remarquerez qu'il y a 2000 personnes de l'équipe qui travaillent sur le bateau de croisière. Pour 6000 invités, cela fait presque une personne pour chaque 3. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas être si compliqué pour eux de se mobiliser ou de travailler à l'aide de l'évacuation du bateau de croisière, au cas où cela serait nécessaire. Je pense que Royal Caribbean n'a jamais eu une urgence. C'est jamais arrivé, mais il faut être prêt. Il y a toujours une première fois. Oui, ça peut arriver. La possibilité est très faible, mais pour cette éventualité, il faut être préparé. Ces grandes entreprises ne veulent rien laisser au hasard. Donc c'est très important et c'est presque aussi important, voire plus que mon travail principal. Donc cela nécessite justement de travailler sur des bateaux, même si quelle que soit ta fonction sur le bateau, en bas ou en haut, tu as un rôle important à jouer. D'accord, bien. Nous continuons à le visiter et à lui poser des questions. Et quels conseils donnerais-tu à tous ceux qui aimeraient travailler un jour sur un bateau de croisière? Mon conseil principal serait d'apprendre l'anglais, car c'est essentiel pour pouvoir entrer dans le monde du travail. Et ensuite, qu'ils se forment ou qu'ils fassent quelque chose qu'ils aiment, parce qu'ici les contrats sont très longs. Étant loin de ta famille, il est important de faire quelque chose qui te plaît, en plus du voyage et du reste. Ce qui est évidemment très agréable et la plupart des gens le font pour ça. Mais il faut aussi profiter de bons moments ici. Mon premier conseil, étudiez l'anglais, c'est primordial. Ensuite, faites ou postulez pour quelque chose que vous aimez faire quotidiennement. Ou dévouez-vous à ce qui, selon vous, vous convient parfaitement. Ici, il y a de nombreux postes disponibles. Chanteuse, danseuse, cuisine, maintenance. Je pense que je suis loin d'énumérer toutes les choses que tu peux faire dans... Oui, c'est-à-dire, même si tu veux travailler par exemple comme serveur, comme garçon, comme assistant serveur, il y a aussi assistant de serveur. Autrement dit, de nombreux postes te sont accessibles. Avec peu ou même aucune expérience professionnelle, simplement avec une formation ou autre. Comme je vous le dis, la communication et la maîtrise de l'anglais sont fondamentales car c'est le premier critère pris en compte lors d'une candidature. Pendant tes entretiens d'embauche, mais en résumé, choisis ce qui te plaît. Il y a des gens ici qui se consacrent à la musique. Oui, il y a plusieurs groupes. Il y a des gens comme moi qui se consacrent au sport. Il y a des gens, je ne sais pas, qui se consacrent à... La logistique. Ceux qui réparent le bateau peigne et travaillent pendant les arrêts, comme nous l'avons vu. L'entretien de tout. C'est-à-dire, on ne cesse jamais de travailler. Parce que, tandis que certains se reposent, d'autres donnent de leur personne. Exactement. Le navire est divisé entre la partie maritime, dédiée à la maintenance, et la partie hôtelière. Eh bien, c'est comme un hôtel ou une ville sur l'eau. Alors, c'est comme... Il y a une division très claire entre la partie logistique et la partie marine.
Avoir une compétence c'est bien, mais parfois, il faut plus d'expérience et quelque chose de très spécifique, ce qui est aussi possible. Si tu es par exemple serrurier, si tu es soudeur, si tu es spécifiquement marin, tu peux postuler, mais en même temps, si tu as une autre activité, un autre métier que tu fais à terre, comme être barista, musicien, comme je vous dis, entraîneur, tu peux aussi postuler. Pour le secteur hôtelier, Plongeuse, il y a un spectacle avec des plongeurs. Moi, c'était de la nage synchronisée. Enfin, il y a aussi beaucoup de magiciens. On a vu des magiciens aussi. Des magiciens. Ah, il y en a trop, il y en a trop. Donc, si tu rêves de travailler sur un bateau, eh bien, tu sais, tu peux... Et, Augustine, je veux poser une question que je suis sûr que tous ceux qui ont regardé cette vidéo ont en tête. Et c'est, combien gagne-t-on en travaillant sur un bateau de croisière? J'imagine que selon le poste, les salaires varient. Mais bon, peux-tu nous parler selon ton expérience? Ou moi? Je ne sais pas si tu t'es fait des amis ou des connaissances sur les différents bateaux où tu as travaillé et si vous avez partagé ces informations. Alors, si tu peux me donner une fourchette ou une estimation de ce qu'on peut gagner par mois ou si c'est par contrat, comment ça fonctionne? eh bien, c'est aussi un sujet assez particulier du travail sur les bateaux, qui en général, c'est très important. Comme dans tout travail, mais c'est assez particulier. Cela peut paraître redondant, mais le type de poste que tu occupes influence grandement la situation. Vous pouvez penser que peut-être les marins, le capitaine et les autres gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils sont responsables du navire, en fait de la sécurité de tout le navire. Ils ont énormément de responsabilités, bien sûr, nous en avons aussi. Et en rapport avec cela, un poste gagne plus, un autre gagne moins. Cela dépend aussi du secteur. Il y a des postes où il y a un salaire fixe, comme par exemple au spa. J'ai travaillé au spa parce que j'ai fait partie de l'équipe de fitness, c'est justement aussi une partie du spa. Et dans ce cas-là, nous avions un minimum. Aujourd'hui, j'ai un salaire fixe. À ce moment-là, quand j'avais ce salaire minimum, c'était autour de 800 ou 1000 dollars selon le navire. Et nous touchions certaines commissions. En fonction du nombre de cours, du nombre de personnes qui assistaient à nos cours, des différents produits ou services que nous offrions, en rapport avec notre profession, nous avions effectivement un certain pourcentage que nous recevions en fonction de ce que nous faisions. Cela arrive aussi fréquemment dans les bars, les spectacles et d'autres domaines similaires. Mais il existe d'autres travailleurs comme moi qui ont désormais un salaire fixe. En général, les salaires sur les bars, sur les bateaux, tournent toujours autour de 2000, 3000 ou même jusqu'à 4000 dollars. Dans ces entreprises comme Royal Caribbean, qui c'est la plus grande. Oui, dans celles qui sont les plus grandes compagnies, comme Royal la plus grande, ou Norwegian Cruise Lines. Vous en avez peut-être entendu parler? Ensuite, il y a aussi Carnival, il y a Mediterranean Shipping Company, il y a différentes compagnies qui évidemment fluctuent, mais plus ou moins dans ces fourchettes. C'est ce dont on parle pour un poste débutant. Ensuite, évidemment, il y a certaines personnes qui sont responsables de ces groupes de débutants, qui en général sont... Le poste serait équivalent à celui de directeur, que ce soit superviseur ou manager. Évidemment, on gagne plus en fonction du nombre de personnes sous sa responsabilité. Ces salaires peuvent tourner autour de 5 000, voire jusqu'à 7 000, 8 000 dollars. Au-dessus de ça, il y a des postes de direction plus haut placés, évidemment. C'est quelque chose d'assez particulier parce que nous, par exemple, moi dans mon cas particulier, je viens de mon pays qui est l'Argentine. En général, les personnes qui viennent d'Amérique latine ou de différents pays dont les économies ne sont pas très bonnes. Ce sont des salaires qui nous sont vraiment très utiles et en général, vous allez voir ici beaucoup de gens qui viennent de pays où l'économie n'est pas très bonne. Donc un salaire comme celui-là, en tenant compte du fait qu'ici on mange, on n'a pas de dépenses, tout est inclus par rapport au bateau, alors la marge qui nous reste, c'est le salaire complet. Donc ça, c'est vraiment bien aussi. C'est justement de ça que j'allais parler, parce que j'ai vu des personnes des Philippines, de Chine, d'Inde, j'ai aussi vu des personnes du Chili, d'Argentine, de Colombie. Ce sont quelques-unes des nationalités que nous avons vues sur ce bateau. Comme tu le dis maintenant, en y réfléchissant bien, peut-être que dans les économies de ces pays, gagner un salaire de 2000 ou 3000 dollars par mois, et qu'en fait, tout te reste pratiquement pour toi, parce que tes dépenses ne sont pas nécessaires,
Puis j'imagine que tu dépenseras un peu quand tu descendras dans un port ou pour un extra que tu voudras faire, mais la nourriture et le logement, j'imagine que l'Internet aussi, tout ça est inclus. Exactement, l'Internet. Dans le cas d'Internet, par exemple, c'est quelque chose qu'on doit effectivement payer. C'est vrai que nous avons certains tarifs pour nous qui sont différents, qui sont différenciés par rapport aux invités, aux passagers. De même, par exemple, pour ce qui est des restaurants et tout le reste, nous avons effectivement des tarifs différents, puisque nous avons l'avantage de travailler ici. Parce que tu dois payer si tu veux manger dans un restaurant. Vous aussi, vous avez des restaurants qui ne sont pas inclus dans la nourriture gratuite, pour ainsi dire. Exactement. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons notre propre espace où nous avons des restaurants, des bars et d'autres choses. Ah, mais je ne savais pas qu'ils étaient payants. Bien sûr, ceux-là ne sont pas payants, ceux qui sont de notre domaine, disons. Mais après, nous pouvons aller dans les bars et les restaurants que vous fréquentez. Évidemment, cela dépend du poste. Moi, je fais partie du staff, donc j'ai pu découvrir certains restaurants et autres, avec un tarif évidemment préférentiel par rapport à ce qu'est le travail sur les bateaux. Mais oui, en gros, c'est ça. C'est la raison. Parce que ça a beaucoup de sens que si tu as travaillé 7 mois et que tu n'as pratiquement rien dépensé, tu puisses ensuite faire durer cet argent pendant les 5 mois restants de l'année. Et bien sûr, tu travailleras beaucoup plus parce que tu me dis que tu as environ une demi-journée de libre. J'imagine que c'est par semaine, c'est bien ça? Ou c'est par croisière comme par tronçon de route? Oui, je peux répondre. Ça fait moins d'une semaine que je suis ici, comparé à mon contrat précédent. Donc cela dépend de chaque poste, mais en ce qui concerne mon poste précédent, nous avions environ un jour et demi, c'est-à-dire un Jour? et demi divisé. Oui, en général, nous n'avions pas une journée complète de repos, nous avions une moitié et une moitié. Donc 3 jours de repos. Tout ça dans la semaine ou par croisière? Dans la semaine. Oui, en général, c'est dans la semaine, oui. Ok. Les croisières durent généralement une semaine, mais oui, c'est en semaine. Nous avons ce temps qu'ils doivent nous accorder pour pouvoir sortir, et le reste. Eh bien, ceux qui voudraient être sur une croisière pourraient y penser. 7 mois de travail intense, puis 5 mois de repos. Ou comme il l'a fait auparavant, 10 mois de travail intense, puis 2 mois de repos. Mais bon, tu profites de la vie à fond, parce que tu as cet argent économisé des 10 mois, non? Exactement, oui. Selon moi, le travail sur les bateaux dépend de l'approche qu'on en a, tu ne crois pas? Certains viennent spécifiquement pour l'argent, en raison de la mauvaise économie de leur pays, comme je l'ai mentionné. En Argentine, tu n'obtiens pas le même salaire qu'un membre du personnel peut gagner ici. Peut-être faudrait-il être politicien, mais évitons ce sujet. Mais bon, en gros, il y a différents types de personnes. Il y en a qui viennent justement avec la philosophie de découvrir le monde. Ce travail te donne l'opportunité de le faire. Alors les gens sortent, profitent, voyagent. Je veux dire, ils prennent parfois, beaucoup de taxis pour aller à des endroits précis, pour revenir à temps, etc. Ou bien il y a aussi un temps défini pour que tu puisses sortir et revenir. Donc si tu ne reviens pas, le bateau part, ça aussi c'est très important. Tu dois donc adapter ce que tu veux faire dehors en fonction du temps que tu as à disposition. Ne te perds pas ou le bateau partira sans toi. Et donc tout simplement, pour résumer l'idée, certains te viennent davantage pour l'argent pour pouvoir faire des choses. C'est ce qu'Emma me disait. Par exemple, mettre de l'argent de côté, économiser pour ensuite faire autre chose avec cet argent ou autre. Et d'autres personnes viennent ici, et là, oui, elles le font pour l'expérience de voyager, découvrir le monde. Dans les deux cas, tu apprendras beaucoup, voyageras et découvriras de nouveaux endroits. Ce travail m'a permis de découvrir de nombreux pays. Dans ce cas, nous sommes en Méditerranée, donc j'ai découvert l'Espagne, l'Italie, la France, beaucoup d'endroits. As-tu navigué en Méditerranée ou visité d'autres pays sur les autres bateaux? J'étais très curieux à ce sujet. Quel pays as-tu découvert? Quel est ton préféré jusqu'à présent en découvrant grâce aux croisières? Eh bien, j'ai été sur 3 bateaux différents. Mon premier contrat a été divisé en 2, parce qu'au milieu, j'ai eu un transfert, et pendant ce transfert, oui, j'étais ici en Méditerranée. Ces endroits que nous allons découvrir en bateau, je les connais bien, j'y suis déjà allé à plusieurs reprises. Ça peut être Barcelone, ça peut être Malaga, ça peut être Naples, ça peut être Civitavecchia ou Rome. Il y a des endroits que je connais, oui. Mais lors de mon premier voyage en bateau, par exemple, l'endroit que j'ai le plus aimé, c'était l'Islande. C'est un endroit magnifique et c'est assez différent de ce qu'on connaît habituellement.
C'est celui qui a le plus attiré mon attention. J'ai voyagé dans les Caraïbes, donc j'ai connu plusieurs îles des Caraïbes, comme Grand Caïman ou encore Saint-Thomas, que j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses à découvrir et à raconter, c'est fascinant. J'ai une dernière question avant de clôturer cette vidéo et en y pensant maintenant, 7 mois. Comment fais-tu pour satisfaire tes besoins les plus primitifs, les plus charnels? Est-ce qu'on drague ici sur le bateau de croisière? Comment on demanderait ça? En Argentine, est-ce que le personnel peut avoir des relations entre eux? Tu veux dire amoureuse? On ne va pas approfondir. Bon, oui, des relations, genre avoir une copine, ou ça, ou voilà, ou juste des amis. Avec des avantages, quoi. Ou entre le staff et les invités. C'est possible. Exactement. Regarde, spectaculaire. Une brune, tu vois, regarde. Eh bien, c'est une bonne chose. Un sujet culminant, ici, je pense, ça nous arrive à tous. En gros, tu peux avoir n'importe quel type de relation socio-affective avec l'équipe. Partage ce que c'est pour les travailleurs. Tu peux faire ce que tu veux, comme tu veux, et quand tu veux, mais pas où tu veux, tant que tu ne... Interfère pas avec ton travail. Exactement, c'est quelque chose de fondamental. C'est ça, mais bon, c'est comme ça. Le contact avec les invités est quelque chose que nous devons prendre en considération. Nous devons garder une certaine distance, certains codes. Évidemment, il ne peut y avoir aucun type de relation socio-affective avec eux, car c'est quelque chose que... C'est inscrit dans les politiques de l'entreprise. Au moindre doute, est-ce que... Dehors, Mais un partage sur WhatsApp et il part. Me demander. est-ce possible? Il y a beaucoup d'anecdotes liées à cette histoire. Non, ça m'intriguait parce qu'en vrai, travailler 7 mois ou même 10, comme tu dis, sans avoir un petit bisou, c'est compliqué. Manuel, tout n'est pas que ça. Non, tout ça fait partie de... Ça fait partie de cette activité. Agustine, merci beaucoup d'abord d'avoir fait cette vidéo avec nous et ensuite d'avoir répondu absolument à toutes nos questions. Si on a oublié quelque chose, laisse un commentaire et on fera en sorte qu'Agustine intervienne dans la vidéo pour en parler. Bien sûr, non. Je vais le faire, je vais faire et... Attention, on est déjà resté amis comme Augustin. Nous espérons que la prochaine fois que nous irons en Argentine, il sera là-bas. Parce qu'en plus, la Patagonie argentine est l'un des endroits que nous voulons le plus découvrir dans ce pays. Donc, évidemment, si vous avez plus de questions, on les posera à Augustin. Ce sera ici. À votre disposition. N'oubliez pas non plus de vous abonner et, de nous laisser un bon like. On se retrouve dans une prochaine vidéo.